Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments. Et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque.
Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres, et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails, sur lesquels rouleront des trains de voyageurs, ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner. Ce Boeing 747 valait 400 millions de dollars. Dans 3 semaines, il sera découpé en morceaux. L'ancien roi des airs, qui transportait des centaines de milliers de passagers d'un continent à l'autre, n'est plus qu'un amas géant d'aluminium aéronautique. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans un site de démantèlement fermé au public pour découvrir le fonctionnement de cisailles hydrauliques titanesques et le devenir de 200 tonnes de carburant. Nous traverserons la cabine déserte et découvrirons quelle sera la nouvelle vie de cet appareil après sa fonte.
Lorsque nous longeons le fuselage, il semble éternel. Mais dans l'aviation, tout se joue en cycle, décollage et atterrissage. Après 20 à 30 ans de service, le métal se fatigue. Chaque vol pour un avion constitue un cycle de pressurisation et de dépressurisation. Le fuselage respire littéralement. Il se dilate en altitude en raison de la différence de pression et se contracte lors de l'atterrissage. Imaginez que vous pliez un fil d'aluminium dans un sens puis dans l'autre. Tôt ou tard, il finira par se rompre. Après des milliers de tels cycles, des micro-fissures apparaissent dans la structure du métal. Les réparer devient si coûteux qu'il est plus économique d'acheter un appareil neuf. Seconde raison, l'efficacité énergétique. Les vieux géants possèdent 4 réacteurs. Il y a 30 ans, c'était la norme. Mais aujourd'hui, les bimoteurs modernes consomment de 30 à 40% de kérosène en moins, tout en transportant le même nombre de passagers. Dans le ciel, chaque litre de carburant superflu représente une perte pour la compagnie aérienne. Par ailleurs, l'entretien d'un appareil ancien devient un véritable défi. Les pièces détachées ne sont plus produites et les contrôles réglementaires deviennent de plus en plus fréquents et longs. Un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. S'il reste cloué au hangar pendant des mois, faute d'une pièce rare, son sort est scellé. Ainsi, dès que les coûts de sécurité et de carburant dépassent les profits, le géant d'acier est envoyé au recyclage. La phase de vidange de l'appareil constitue l'étape la plus dangereuse et la plus délicate avant le début du démantèlement. Lorsqu'un Boeing 747 arrive dans la zone de recyclage, ses réservoirs d'ailes et centraux peuvent encore contenir jusqu'à 200 tonnes de carburant. Ce ne sont pas de simples résidus, c'est le volume de plusieurs wagons-citernes ferroviaires. On commence par raccorder des stations de pompage mobiles aux conduites de carburant. Le carburant n'est pas simplement déversé dans un seau, il est pompé à travers des vannes hermétiques pour éviter toute évaporation et la moindre étincelle. Une fois la majeure partie du kérosène extraite, débute le séchage. Des orifices de drainage spéciaux s'ouvrent au point les plus bas des ailes pour évacuer chaque goutte. Mais même vide, un réservoir reste un piège mortel en raison des vapeurs de carburant. Le système est donc purgé au gaz inerte jusqu'à ce que les capteurs confirment une sécurité totale pour l'utilisation d'outils. Une fois l'appareil asséché, vient le tour des moteurs. Chaque réacteur de Boeing est un chef-d'œuvre technologique de plus de 4 tonnes. On ne les découpe pas simplement. Des chariots élévateurs ou des grues spéciales sont amenés jusqu'au pylône et fixent le moteur en plusieurs points. Les mécaniciens déconnectent manuellement des centaines de câbles, de conduites de carburant et de tubes hydrauliques. Les boulons de fixation, les fameux axes de sécurité, sont dévissés en dernier. Le moteur est ensuite descendu délicatement sur un berceau de transport. Fait intéressant, même si l'avion est mis au rebut, les moteurs possèdent souvent encore des milliers d'heures de vie. Ils sont soigneusement mis sous cocon et expédiés vers un entrepôt. Un tel moteur d'occasion, mais en bon état, peut valoir entre 5 et 10 millions d'euros. C'est l'organe le plus précieux du géant d'acier, qui continue souvent sa vie dans les airs sur un autre appareil, tandis que son ancien propriétaire finit en ferraille. Lorsque les réservoirs sont vides et les moteurs démontés, nous pénétrons à l'intérieur, et le spectacle est surréaliste. Un immense espace sur 2 niveaux règne un silence de mort. Le démantèlement de la cabine est un travail manuel à 90%, car il ne s'agit pas simplement de tout casser, mais de récupérer ce qui peut encore rapporter de l'argent. Les premiers éléments démontés sont les sièges passagers. Si les sièges de classe économique finissent généralement recyclés comme déchets plastiques et textiles, ceux de classe affaires et de première classe constituent un véritable trésor. Un tel siège transformable peut valoir plus de 30 000 € à l'état neuf. Ils sont soigneusement extraits pour être revendus à des collectionneurs privés, des bureaux ou des compagnies aériennes low cost.
On retire ensuite les modules de cuisine et les chariots de service. Vous serez surpris d'apprendre que ces chariots en aluminium sont des articles extrêmement prisés sur le marché de l'occasion. Ils sont achetés pour décorer bars et hôtels. La suite devient plus salissante. Les ouvriers arrachent la moquette et les panneaux muraux en plastique. C'est la partie la plus difficile à recycler, car le plastique aéronautique est un composite complexe, difficilement transformable. On le trie avant de l'envoyer vers des usines spécialisées pour incinération à haute température ou enfouissement. Mais le plus précieux se cache derrière les panneaux et sous le plancher, l'avionique et le câblage en cuivre. Un Boeing 747 compte près de 250 km de fils électriques. On extrait le cuivre par kilomètres entiers, car sa valeur comme matière première secondaire est considérable. On récupère aussi les masques à oxygène, les blocs de commande d'éclairage et les systèmes de communication. Au bout d'une semaine de ce travail acharné, du somptueux appareil ne subsiste qu'un tube métallique vide percé de hublots, à travers lesquels on ne distingue plus désormais que le squelette d'aluminium nu. Et c'est maintenant que commence ce pourquoi nous sommes là, le véritable spectacle. Lorsque l'avion n'est plus qu'une coquille de métal vide, entrent en scène les pelleteuses équipées de cisailles hydrauliques géantes. C'est impressionnant. Ces cisailles exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes et tranchent l'aluminium aéronautique comme un couteau de cuisine découpe du carton. Le processus commence par les ailes. L'envergure d'un Boeing 747 atteint près de 65 mètres. La mâchoire hydraulique découpe le métal mètre par mètre. Le plus difficile, ce sont les longerons, la partie structurelle centrale où s'attachent les ailes. C'est là que le métal est le plus épais. Une fois les ailes retirées, vient le tour du fuselage. Le conducteur de pelleteuse travaille avec précision. Il découpe la carlingue en sections d'environ 3 à 4 mètres de large. Quand ces immenses anneaux s'écrasent au sol, un nuage de poussière s'élève et le bruit rappelle le tonnerre. En 2 semaines, du majestueux appareil ne subsiste plus que la queue, dressée seule au milieu du béton, jusqu'à ce que les mâchoires d'acier finissent par la rattraper. Vous pensez qu'une fois les mâchoires d'acier de la pelleteuse terminées, c'est la fin de l'histoire ? En réalité, ce n'est que le début d'une métamorphose fascinante. Ce qui ressemble aujourd'hui à des monceaux chaotiques de ferraille mutilées porte, dans le langage de l'industrie, le nom de ressources stratégiques. Nous voici face à des montagnes de métal, mais il ne s'agit pas de simples déchets. C'est de l'aluminium de première qualité, la véritable aristocratie des métaux. La structure du fuselage d'un Boeing 747 repose sur des alliages d'aluminium de la série 7000. Dans l'aéronautique, on les apprécie pour leur résistance extraordinaire, comparable à celle de l'acier, mais pour un poids nettement inférieur. Ce métal possède toutefois une particularité. Sa production à partir du minerai exige une quantité colossale d'électricité. En revanche, la refonte secondaire permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie. Voilà pourquoi cette ferraille est si précieuse. D'immenses aimants et séparateurs commencent par isoler les boulons d'acier égarés ou les inserts en titane, puis l'aluminium pur part vers les fours de fusion. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Ces boulons travaillent en enfer. La pression folle de l'océan et le sel corrosif. À 1500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique se dressent des plateformes pétrolières de 30 000 tonnes. Ce sont des boulons qui les maintiennent, fabriqués à Monterrey, le cœur de la métallurgie mexicaine. Chaque boulon de catégorie grade 8 supporte 150 kg de charge et résiste 25 ans dans l'eau de mer sans rouille. Comment l'acier mexicain soutient-il ce que d'autres ne peuvent supporter ? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une simple barre métallique se transforme en pièces dont dépendent des vies humaines et l'écologie de l'océan.
Tout commence à l'usine métallurgique Ternium de Monterrey. Ici, au milieu des montagnes désertiques du nord du Mexique, l'acier fond dans d'immenses fours à arc électrique à une température de 1006 degrés Celsius. Ce n'est pas de l'acier ordinaire, c'est un alliage spécial, additionné de chrome, de molybdène et de nickel, conçu spécialement pour le milieu marin. Le métal en fusion est coulé dans des moules, formant des lingots de 2 tonnes chacun. Mais ce n'est que le début d'un long processus de transformation. Les lingots passent par un laminoir, où, à une température de 1002 degrés, ils sont étirés en longues barres de 80 mm de diamètre. Les fibres du métal s'alignent le long de la barre, créant une structure orientée qui rend l'acier plus résistant dans le sens longitudinal. Ces barres arrivent ensuite dans des usines spécialisées de Nuevo León pour la fabrication de produits métalliques. Des barres métalliques sont découpées en ébauches de 2,50 m, futurs boulons de catégorie grade 8, capables de supporter une charge allant jusqu'à 150 tonnes par centimètre carré. Première opération, le forgeage à froid de la tête. Une extrémité de l'ébauche est serrée dans une matrice et une presse puissante exerce une force de 500 tonnes. En 4 coups, se forme une tête hexagonale de 150 mm. Sous cette pression, le métal se compacte, les fibres épousent le contour de la tête sans se rompre. C'est d'une importance cruciale. Toute rupture de l'intégrité des fibres crée un point faible où peut s'amorcer la destruction. Vient ensuite le roulage du filetage. Contrairement au boulon bon marché, dont le filet est taillé au burin, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier munis de rainures gravées tournent l'un vers l'autre en exerçant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme, formant les spires du filetage sans couper les fibres. Vient maintenant l'étape la plus spectaculaire, le traitement thermique. Les boulons sont chargés dans un four où la température grimpe jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, l'acier subit des transformations de phase. Sa structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures afin que la chauffe soit uniforme dans tout le volume. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe inégale et des tensions internes. Puis vient la trempe. Les boulons sont immédiatement plongés dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais fragile. Pour éliminer la fragilité, les boulons sont de nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis librement pendant 8 heures. Ce processus s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en ajoutant de la ténacité, la capacité à se déformer sans se rompre. La structure finale représente un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Mais le plus difficile reste à venir. Mais d'abord, pensez à vous abonner. La protection contre la corrosion. Le golfe du Mexique figure parmi les environnements les plus agressifs de la planète. Eau salée, variation de température de -10 à plus 40 degrés, humidité constante, bactéries qui accélèrent la corrosion. L'acier ordinaire y rouille de part en part en 3 ans. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. Les boulons sont plongés dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés. Le zinc réagit avec l'acier, formant en surface une couche d'alliage de 150 micromètres d'épaisseur. Cette couche protège de 2 façons. Elle crée une barrière physique pour l'acier et agit comme une anode sacrificielle à la place de l'acier. Mais pour les assemblages les plus critiques,
On fait appel à une technologie encore plus avancée, le revêtement Xylan. Il s'agit d'un composite à base de téflon, enrichi de particules céramiques et d'inhibiteurs de corrosion. Les boulons sont d'abord sablés pour créer une surface rugueuse. Puis on applique 2 couches de Xylan d'une épaisseur totale de 50 micromètres, cuite à 250 degrés. Le résultat est phénoménal. Le revêtement résiste au contact direct avec l'eau de mer pendant 25 ans sans la moindre trace de corrosion. Chaque boulon pèse 32 kg et coûte 800 €. Le coût total des boulons pour une seule plateforme s'élève à 2 200 000 €. Mais cela représente moins d'1% du prix de la plateforme elle-même. Et pourtant, tout repose sur ces boulons. Lorsqu'un ouragan de catégorie 5 frappe la plateforme avec des vents de 200 km/h, soulevant des vagues de 20 mètres de haut, ce sont eux qui empêchent la structure de se disloquer. Chaque boulon subit à cet instant une charge cyclique de 40 à 90 000 kg, toutes les 8 secondes. L'industrie sidérurgique mexicaine est fière de ces boulons. Ils s'exportent vers les États-Unis, le Brésil, la Norvège, partout où l'on extrait du pétrole en mer. Vient ensuite le filetage par roulage. Contrairement aux boulons bon marché, où le filet est taillé autour, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier aux cannelures gravées tournent l'un vers l'autre, créant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme et forme les spires du filet sans couper les fibres. Les boulons sont ensuite chargés dans un four où la température monte jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, s'opèrent dans l'acier des transformations de phase. La structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures, afin que la chaleur se diffuse uniformément dans toute la masse. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe irrégulière et des tensions internes. Vient ensuite la trempe. Les boulons sont plongés instantanément dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême, appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais cassant. Pour éliminer cette fragilité, les boulons sont à nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis lentement pendant 8 heures. Ce procédé s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en conférant de la ténacité, la capacité de se déformer sans se rompre. La structure finale constitue un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Avez-vous déjà vu forger les muscles d'acier de la planète? Aujourd'hui, nous sommes à Bilbao, dans l'usine légendaire Vicine Cadenas. Ici, le métal n'est pas dompté par des marteaux, mais par une pression colossale et du courant électrique. Dans ces ateliers naissent des chaînes destinées aux plateformes pétrolières du golfe du Mexique et aux éoliennes géantes flottant en plein océan. Un seul maillon pèse autant qu'une voiture entière. Je vais vous montrer comment l'acier incandescent de 20 cm de diamètre devient aussi malléable que de la pâte à modeler. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une véritable forge des dieux. Cette barre d'acier évoque davantage le tronc d'un arbre centenaire qu'une armature ordinaire. Dans l'usine Vicine Cadenas de Bilbao, tout commence par ce monstre. Un cylindre plein en acier spécial, hautement taillé, dont le diamètre dépasse 20 cm. Pour mieux vous représenter l'échelle, cette tige d'acier est plus épaisse que la cuisse d'un athlète professionnel. Ce n'est pas simplement du fer, c'est un concentré de résistance, conçu pour survivre des décennies dans l'environnement salin agressif de l'océan, sous une pression de milliers de tonnes.
Le processus de transformation de ce géant froid et intraitable en maillon de chaîne débute par un choc thermique. La barre entre dans un four à induction, et là, la physique prend le dessus. Il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, ni d'une chambre à gaz. Ici, ce sont des champs magnétiques d'une puissance inouïe qui opèrent. Le courant électrique traverse le métal, excitant ses atomes jusqu'à un état de véritable frénésie. En quelques minutes à peine, l'acier gris et froid commence à se métamorphoser sous nos yeux. D'abord, la surface vire au bordeaux terne, comme si le métal s'emplissait de colère. Mais la température continue de grimper vertigineusement, dépassant les 1000 degrés Celsius, et la barre s'embrase d'une couleur red hot, éclatante et intense. À ce moment précis, l'acier atteint son état plastique. Il irradie avec une telle intensité qu'il est difficile de le regarder sans lunettes de protection. On dirait qu'un petit soleil furieux est emprisonné à l'intérieur du métal. Mais cette couleur flamboyante est trompeuse. Bien que l'acier devienne malléable et prêt à être plié, il ne perd rien de sa masse colossale. Chacune de ces sections incandescentes pèse des centaines de kilos, et sa température est si élevée qu'elle peut instantanément vaporiser toute humidité dans un rayon de plusieurs mètres. L'air ambiant tremble sous l'effet de la chaleur, créant un mirage comme dans le désert. C'est le moment de tension extrême. Le géant d'acier a déjà perdu sa dureté, mais n'a pas encore acquis sa forme définitive, figé dans l'attente de l'essentiel. L'intervention des manipulateurs hydrauliques géants qui forceront cette masse incandescente à se plier à la volonté des ingénieurs. Quand cette barre d'acier chauffée à blanc sort du four, je recule instinctivement. Même à 10 mètres de distance, la chaleur est telle qu'on se croirait devant les portes ouvertes de l'enfer. Mais la véritable magie commence lorsque la presse hydraulique entre en jeu. Les opérateurs appellent ces pinces massives des doigts. Et quand on les voit à l'œuvre, on comprend pourquoi. Ces membres de fer saisissent une barre épaisse comme un tronc d'arbre, avec la même assurance que nous saisissons un crayon. À cet instant, le cerveau refuse de croire ce que voient les yeux. Ce qui se passe ensuite défie toute mon expérience de vie. L'acier, qui il y a 1 minute était plus dur que la roche, commence à se plier sous la pression hydraulique, comme s'il ne s'agissait pas d'un alliage ultra résistant, mais d'un morceau de pâte à modeler pour enfants ou de cire chauffée. Je vois des mécanismes massifs enserrer la barre et, d'un mouvement fluide, presque gracieux, la replier en une boucle parfaite autour d'un noyau d'acier. Ce n'est pas de la force brute, c'est un véritable travail d'orfèvre à l'échelle des géants. Chaque degré de courbure, chaque millimètre d'expansion du métal est calculé par ordinateur en temps réel. Une seule contrainte microscopique, et des micro-fissures apparaissent à l'intérieur de l'acier, qui plus tard, quelque part au milieu d'une tempête dans l'Atlantique, pourrait coûter la vie à quelqu'un. Lorsque la machine achève le cintrage, vous vous retrouvez face à un maillon qui n'est pas encore assemblé en chaîne, mais qui impressionne déjà par sa masse. Il pèse autant qu'une voiture de tourisme moyenne, mais occupe 10 fois moins d'espace. Une concentration incroyable de poids en une seule forme. Tant qu'il rougeoie encore, je ressens cette responsabilité colossale, inscrite dans le métal. Ce n'est pas une simple pièce. C'est un futur élément d'un système d'ancrage qui maintiendra une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Il devra monter la garde pendant 30 ans, résistant aux assauts des vagues océaniques et à la pression de millions de tonnes d'eau sans le moindre droit à l'erreur. Assister à la naissance d'un tel titan, c'est une expérience qui vous fait prendre conscience de l'ampleur véritable des capacités humaines. Ensuite, les extrémités du maillon cintré se rapprochent. Un courant d'une puissance inouïe commence à passer entre elles. L'air s'ionise et le processus de soudage par étincelage débute.
D'abord surgit un léger frémissement, puis une explosion de lumière. Une gerbe d'étincelles se disperse sur 10 mètres dans toutes les directions, illuminant l'atelier comme l'éclair d'une supernova. À cet instant, 2 bords de métal ne font plus qu'un au niveau moléculaire. Ce n'est pas simplement une soudure, c'est un monolithe. Lorsque les étincelles retombent, voilà devant vous un maillon achevé, qui vient de traverser le feu et l'électricité pour devenir indissociable. Et pour que nous restions indissociables, vous et moi, abonnez-vous à cette chaîne. En regardant cet acier incandescent refroidir, je me pose malgré moi la question. Pourquoi tout cela ? Pourquoi une telle précision inouïe, ces fours gigantesques et ces dépenses d'énergie pharaoniques pour un seul maillon ? La réponse réside dans le prix de l'erreur, qui en pleine mer se compte en milliards de dollars et en vies humaines. Les clients de Vycinac-Adenas ne sont pas de simples compagnies maritimes. Ce sont des titans de l'énergie qui travaillent là où la nature montre son visage le plus impitoyable. Lorsqu'une nouvelle chaîne, trempée à Bilbao, est chargée à bord d'un navire, elle entame un long voyage à travers l'Atlantique, cap direct sur le golfe du Mexique. Là-bas, au milieu de l'immensité océanique, se dressent des plateformes pétrolières, dont chacune vaut plus qu'une petite ville. Et la seule chose qui empêche ces colosses de se transformer en épaves incontrôlables lors d'un ouragan de catégorie 5, c'est précisément cet acier espagnol. J'essaie d'imaginer cet instant. Le ciel vire au noir, les vagues s'élèvent à la hauteur d'un immeuble de 10 étages, et le vent tente d'arracher la plateforme de la surface de l'océan. À ce moment-là, quelque part dans les profondeurs marines, ces chaînes se tendent comme des cordes de violon. Elles encaissent le choc. Chaque maillon supporte le poids du monde entier. Et si un seul d'entre eux venait à céder, ce serait le début d'une catastrophe écologique et financière aux proportions bibliques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces monstres d'acier deviennent partie intégrante d'un avenir vert. Nous avons l'habitude d'associer l'industrie lourde au passé, mais ici, à Bilbao, j'ai vu les fondations d'une révolution énergétique. La nouvelle génération d'éoliennes flottantes constitue de véritables prouesses d'ingénierie. Ces turbines géantes, hautes comme des gratte-ciel, ne sont pas ancrées au fond marin. Elles dérivent en pleine mer, là où le vent est le plus puissant. Elles se balancent au gré des vagues, telles d'immenses bouées, tout en restant positionnées à quelques centimètres près. Et ce sont précisément ces anneaux d'acier, forgés ici même, dans la forge des dieux, qui les maintiennent en place. Le sable, c'est du métal. Surprenant, n'est-ce pas? Le minerai de titane constitue un véritable paradoxe de la nature. Une résistance extraordinaire pour les produits finis se cache dans des gisements friables d'ilménite et de rutile qui affleurent sur les rivages d'anciennes mers et le long des lits de rivières. Direction la plage. Ou plutôt, découvrons comment on extrait le minerai de titane et ce qu'on en fait. Ce métal occupe le 9e rang des réserves de l'écorce terrestre, mais son obtention à l'état pur reste l'un des procédés technologiques les plus complexes et les plus coûteux. Aujourd'hui, les alliages de titane constituent l'épine dorsale de l'aviation moderne et l'espoir de la médecine. Mais tout commence par le travail de fibres géantes qui tamisent des millions de tonnes de sable à la recherche du grain noir d'un minéral précieux. L'origine géologique des gisements de titane est liée à l'érosion des massifs granitiques et basaltiques. Durant des périodes prolongées, l'eau et le vent ont usé les roches, lessivant les minéraux les plus légers et concentrant les grains lourds d'ilménite. C'est ainsi que se sont formés les gigantesques placés littoraux, qui constituent aujourd'hui les principales sources d'extraction. L'exploitation évoque une transformation du paysage à grande échelle. Excavatrices sur chenilles et dragues créent des lacs artificiels à travers lesquels transitent des milliers de tonnes de pulpe.
Grâce à la séparation gravitationnelle, où les particules métalliques lourdes se distinguent du quartz léger, on obtient un concentré noir. Ce n'est pas encore du métal, mais déjà une matière première qui recèle le potentiel nécessaire à la fabrication du fuselage d'un avion supersonique. La transformation du sable de titane en métal constitue un parcours éprouvant, impossible à réaliser dans un simple haut fourneau. Le titane nourrit une passion fatale pour l'oxygène, l'azote et l'eau. Toute tentative de le fondre à l'air libre le rend fragile et impropre à l'usage. C'est pourquoi la production de titane exige la création d'un vide ou d'une atmosphère de gaz inerte. La méthode de référence demeure le procédé Kroll, du nom de son inventeur. Le concentré noir est d'abord transformé en tétrachlorure de titane, un liquide volatile et agressif, puis réduit à l'aide de magnésium fondu dans d'immenses cornues en acier sous haute pression. Le résultat de cette réaction est ce qu'on appelle l'éponge de titane, une masse grise et poreuse qui ne ressemble en rien à un métal noble. Ce n'est qu'après une refonte dans des fours à arc sous vide que l'on obtient des lingots purs, prêts pour une transformation ultérieure. L'industrie aéronautique est devenue le principal consommateur de titane, car il est aussi résistant que l'acier, tout en étant 45% plus léger. Mieux encore, le titane est 2 fois plus résistant que l'aluminium, ce qui en fait un matériau idéal pour les zones soumises à de fortes contraintes. Dans les avions de ligne modernes, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, la proportion de pièces en titane atteint 50% du poids total. On l'utilise pour fabriquer les trains d'atterrissage, les fixations des ailes et les éléments des pylônes des moteurs. Mais le véritable domaine de prédilection du titane, c'est le cœur du réacteur. Là, la température monte à 600 degrés et au-delà, l'aluminium fond complètement, les composites se désagrègent. Les aubes de compresseurs en titane résistent à ces conditions extrêmes, conservant leur géométrie et leur résistance sous l'effet de forces centrifuges colossales. Sans ce métal, l'aviation à réaction moderne et la conquête de l'espace lointain auraient été techniquement irréalisables. Grâce à sa couche d'oxyde stable, le titane est totalement inerte. Il ne se désagrège pas dans le milieu agressif du corps humain, ne se décompose pas et ne provoque pas de réactions indésirables. Le tissu osseux est capable de croître simultanément dans les pores de la surface d'un implant en titane, créant ainsi un lien solide et durable. Aujourd'hui, les vis en titane, les plaques d'ostéosynthèse et les articulations artificielles sont devenues une chance pour des millions de personnes de retrouver une vie pleine après de graves traumatismes. En dentisterie, les tiges en titane sont devenues la référence absolue, remplaçant efficacement les racines dentaires. Ce métal devient partie intégrante de sa biologie, ce qui rend son extraction d'autant plus significative. L'ampleur de l'extraction du minerai de titane ne cesse de croître, suivant la demande pour des technologies économes en énergie. Le minerai de titane est la source de production du dioxyde de titane, le pigment blanc le plus répandu au monde. Tout ce que nous voyons autour de nous en blanc, de la peinture sur les murs, au papier en passant par les boîtiers en plastique, des appareils électroménagers, contient une parcelle de minerai de titane. L'exploitation des gisements alluvionnaires nécessite de vastes étendues de terre, ce qui entraîne souvent la destruction de paysages naturels. La réhabilitation des sols après extraction constitue désormais une obligation pour les compagnies minières modernes. Ainsi, sur l'emplacement d'anciennes carrières, sont créés des espaces forestiers et des plans d'eau artificiels, dans une tentative de restaurer la biodiversité. Par ailleurs, le traitement chimique du minerai s'accompagne de la production d'importantes quantités de déchets, tels que les chlorures de fer. Les usines contemporaines mettent en œuvre des technologies de régénération des acides et des circuits fermés de gestion de l'eau, afin de réduire la pression sur l'environnement. L'économie du titane relève du long terme.
La construction d'une seule usine de production d'éponges de titane exige des investissements se chiffrant en milliards et des décennies avant d'être rentabilisés. Chaque tonne de métal exige une quantité colossale d'électricité, si bien que les usines s'implantent souvent à proximité de centrales puissantes. Cela crée un lien étroit entre l'indépendance énergétique d'un pays et sa capacité à produire ce métal stratégique. Dans le monde, seuls quelques pays maîtrisent l'ensemble du cycle de production du titane, de l'extraction du sable à la coulée des lingots et à la fabrication des produits finis. Posséder une telle industrie est la marque d'un échelon technologique supérieur. Le minerai de titane joue également un rôle crucial dans la construction navale, notamment pour la création d'engins de plongée profonde et de sous-marins. Le titane résiste à l'eau de mer salée, là où l'acier rouille en quelques années. Son caractère non magnétique rend les navires invisibles à certains types de mines, tandis que sa capacité à supporter des pressions considérables permet aux explorateurs de descendre jusqu'aux fosses océaniques les plus profondes. C'est un métal explorateur qui repousse les frontières du monde accessible à l'homme, qu'il s'agisse des cieux les plus hauts ou des profondeurs de la fosse des Mariannes. L'avenir du titane est lié au développement des technologies additives ou de l'impression 3D. L'utilisation de poudre de titane, obtenue à partir du minerai, permet de créer des pièces d'une complexité extraordinaire, impossibles à fabriquer par les méthodes traditionnelles de coulage ou de forgeage. Cela réduit considérablement la quantité de déchets, car avec l'usinage traditionnel, jusqu'à 90% de ce métal précieux peuvent partir en copeaux. L'impression en titane ouvre de nouveaux horizons dans la médecine personnalisée, où l'implant est créé à partir des images individuelles du patient, reproduisant parfaitement l'anatomie de son os. C'est la voie vers une intégration encore plus étroite des technologies dans la vie humaine. Imaginez deux frères jumeaux, si semblables qu'il est impossible de les distinguer à l'œil nu. Toujours ensemble, nés au même instant, ils vivent côte à côte depuis des milliards d'années. Mais voici le paradoxe. L'un sauve le monde en fournissant de l'énergie à des millions de personnes, tandis que l'autre peut tout détruire s'il se retrouve au mauvais endroit. Faites connaissance avec le zirconium et le hafnium, le couple le plus étrange du tableau périodique, qui régit les réacteurs nucléaires, tout en donnant aux ingénieurs des maux de tête à en pleurer. Ces deux métaux se ressemblent tellement d'un point de vue chimique qu'ils ont été découverts séparément à 150 ans d'intervalle, sans que personne ne soupçonne qu'il s'agissait d'éléments distincts. Le zirconium a été identifié en 1789 et le hafnium seulement en 1923. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Dans la nature, il n'existe aucun gisement de zirconium pur. Il contient toujours entre 1 et 5% de hafnium. Ils sont comme le yin et le yang, version métallique et potentiellement radioactive si l'on ne s'y prend pas correctement. Et voici le plus fascinant. Ces frères jumeaux possèdent des propriétés nucléaires diamétralement opposées. Le zirconium est presque transparent aux neutrons. Il le traverse comme s'il n'existait pas. Le hafnium, lui, capture avidement chaque neutron qui passe à sa portée. Et ce n'est pas une petite différence. Le hafnium absorbe les neutrons 600 fois mieux que le zirconium. 600! C'est comme comparer du papier et un mur de béton pour arrêter une balle. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un réacteur nucléaire, c'est une réaction en chaîne contrôlée. Les atomes d'uranium se désintègrent, libèrent des neutrons. Ces neutrons percutent d'autres atomes d'uranium qui se désintègrent à leur tour, et ainsi de suite. Pour que le réacteur fonctionne de manière stable, il faut contrôler précisément le nombre de neutrons. Trop de neutrons,
Le réacteur surchauffe et c'est l'accident. Pas assez, la réaction s'éteint et plus d'énergie. C'est là qu'intervient le zirconium. Les barres de combustible dans le réacteur sont de longs tubes remplis de pastilles de dioxyde d'uranium. Ces tubes doivent être fabriqués dans un matériau qui ne gêne pas la circulation des neutrons et ne freine pas la réaction. Le zirconium est idéal. Il est transparent aux neutrons, résistant aux températures élevées, insensible à la corrosion dans l'eau sous pression et à la radiation. Aucun autre métal ne convient aussi bien. Mais voilà le problème. S'il reste ne serait-ce qu'un peu de hafnium dans le zirconium, ce hafnium va dévorer les neutrons. La réaction ralentira ou s'arrêtera complètement. Imaginez que vous construisez un réacteur à plusieurs milliards de dollars. Vous chargez le combustible, vous le démarrez. Et rien ne se passe parce qu'il y avait du hafnium dans le métal des tubes. Le cauchemar de tout ingénieur. C'est pourquoi l'industrie nucléaire a besoin de zirconium contenant moins de 100 parties par million de hafnium. Cela signifie qu'il faut retirer 99,99% du hafnium de chaque kilogramme de mélange naturel. Et c'est là que commence le véritable enfer, car les séparer est quasiment impossible. Pourquoi est-ce si compliqué? Parce que ces métaux sont de vrais jumeaux chimiques. Ils ont la même valence, des atomes de taille comparable, des propriétés chimiques presque identiques. Toutes les méthodes classiques de séparation des métaux sont inefficaces. On ne peut pas faire fondre le mélange et les séparer selon leur point de fusion. Ils fondent presque à l'identique. Impossible de les dissoudre et d'en précipiter un en laissant l'autre. Ils précipitent ensemble. C'est comme essayer de séparer des jumeaux qui feraient toujours exactement la même chose. Un peu comme dans un roman de Stephen King, non? La seule méthode efficace reste l'extraction par solvant, répétée inlassablement. On prend une solution aqueuse de sel de zirconium et d'hafnium, on ajoute un solvant organique spécifique qui dissout légèrement mieux l'un des deux sels. On agite vigoureusement le mélange, puis on laisse décanter. Le hafnium migre un peu plus vers la phase organique. Un peu. Le mot est important. À chaque cycle, la différence ne dépasse que quelques pourcents. Il faut donc répéter le processus des centaines et des milliers de fois. C'est ce qu'on appelle l'extraction en cascade. Imaginez une usine gigantesque avec des milliers de cuves, où les solutions sont pompées de l'une à l'autre, passant par d'interminables cycles de mélange et de séparation. Le processus prend des semaines ou des mois. Et tout cela pour obtenir du zirconium d'une pureté suffisante pour un réacteur. Il existe une autre méthode, la chromatographie par échange d'ions. La solution de Cels est passée à travers une colonne remplie d'une résine spéciale. Le hafnium adhère un peu plus fortement à la résine que le zirconium. Il se déplace donc plus lentement. Après avoir traversé des dizaines de mètres de colonne, ils finissent par se séparer. Mais là encore, le processus est lent, coûteux, énergivore. Voyons maintenant ce qu'on fait du zirconium pur. On le transforme en un alliage appelé zircaloy, du zirconium avec de petites quantités d'étain, de fer et de chrome. Cet alliage sert à fabriquer les tubes pour les crayons combustibles. Ces tubes doivent être parfaitement droits, sans le moindre défaut, avec une paroi de moins d'1 millimètre d'épaisseur et jusqu'à 4 mètres de longueur. La production de tels tubes relève d'un art à part entière. Le zirconium devient très réactif à haute température. Il capte l'oxygène, l'azote et l'hydrogène présents dans l'air, ce qui le rend cassant. Toutes les opérations doivent donc se dérouler sous vide ou en atmosphère inerte. Les lingots de zirconium sont chauffés à 1000 degrés Celsius, puis pressés ou laminés pour former des ébauches. Ces ébauches sont ensuite étirées à travers des filières à de multiples reprises, réduisant progressivement le diamètre et l'épaisseur de la paroi. Les tubes finis sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Ils sont radiographiés aux rayons X et aux ultrasons pour détecter les micro-fissures. La composition chimique est vérifiée par analyse spectrale.
leur résistance mécanique et leur tenue à la corrosion sont testés. Un seul tube défectueux dans un réacteur pourrait entraîner une fuite de combustible radioactif. Le contrôle est donc absolu. Et qu'en est-il du hafnium séparé? Lui aussi a de la valeur, mais pour des raisons opposées. C'est justement parce que le hafnium absorbe les neutrons qu'il se révèle utile pour les barres de contrôle des réacteurs. Ce sont ces barres qu'on abaisse dans le cœur pour ralentir ou arrêter la réaction. Lorsqu'il faut réduire la puissance du réacteur, les barres de hafnium s'enfoncent à l'intérieur et commencent à capturer les neutrons, freinant ainsi la réaction en chaîne. Le hafnium est également utilisé dans la technique spatiale et les avions supersoniques. Il résiste à des températures extrêmes, au-delà de 2200 degrés Celsius. On en fabrique des tuyères de moteurs fusées, des boucliers thermiques, des pièces qui fonctionnent dans l'enfer des températures et des pressions. Mais ce ne sont là que des applications de niche. La demande principale pour le hafnium vient précisément de l'énergie nucléaire. Fait intéressant, le hafnium doit son nom à Copenhague, ville où il fut découvert. Quant au zirconium, il tire le sien du minéral zircon, dont on l'a extrait pour la première fois. Le zircon, soit dit en passant, est une pierre magnifique utilisée en joaillerie, comme alternative économique au diamant. Mais il s'agit d'un matériau tout à fait différent, un silicate de zirconium, et non le métal pur. Dans le monde, seules quelques usines sont capables de produire du zirconium nucléaire. Le processus est si complexe et coûteux que tous les pays ne peuvent se le permettre. Les principaux producteurs sont la France, les États-Unis et la Chine. 1 kilogramme de zirconium nucléaire coûte des dizaines de fois plus cher que l'acier ordinaire. Mais pour l'industrie nucléaire, il n'existe aucune alternative. Un réacteur énergétique moderne contient environ 100 tonnes d'alliage de zirconium dans les barres de combustible. Ces barres fonctionnent dans des conditions extrêmes. Une eau sous pression à près de 320 degrés Celsius, un bombardement neutronique intense, un environnement corrosif. Et le zirconium résiste à tout cela pendant des années, protégeant le combustible et permettant au réacteur de fonctionner en toute sécurité. Sans le zirconium, il n'y aurait pas d'énergie nucléaire moderne. Les premiers réacteurs utilisaient d'autres matériaux, magnésium, aluminium, acier inoxydable. Mais tous absorbaient trop de neutrons, réduisant l'efficacité ou ne supportaient pas les conditions d'exploitation. Le zirconium a résolu ce problème et a rendu possible la construction de réacteurs efficaces et sûrs. Il existe un autre domaine où le zirconium est irremplaçable, la médecine. Les implants en zirconium pour la dentisterie et l'orthopédie sont biocompatibles, résistants et ne provoquent aucune allergie. Articulations artificielles, couronnes dentaires, plaques pour os, nombre d'entre eux sont fabriqués en zirconium ou en oxyde de zirconium. Mais le zirconium médical ne nécessite pas une purification aussi poussée du hafnium, car les propriétés nucléaires n'y ont aucune importance. L'avenir du zirconium est lié au développement de l'énergie nucléaire. Les nouvelles générations de réacteurs exigent des matériaux encore meilleurs, plus résistants aux températures élevées, à l'irradiation, à la corrosion. De nouveaux alliages à base de zirconium sont développés, avec ajout de niobium, de molybdène et d'autres éléments. Des revêtements sont testés, qui protègent davantage les tubes de l'oxydation en cas d'accident. Quant au hafnium, il trouve de nouvelles applications dans la microélectronique. L'oxyde de hafnium est utilisé comme diélectrique dans les transistors des processeurs modernes. Il permet de réduire la taille des transistors sans perte de performance. Ainsi, les deux frères ont trouvé leur place dans les technologies qui font avancer la civilisation.